Monsieur Patrick Beko, vous êtes géopolitologue, auteur de plusieurs ouvrages, dont Stratégie du chaos et du mensonge, poker menteur en Afrique des Grands Lacs. Merci, Monsieur Beko, d'avoir accepté notre invitation. Il n'y a pas d'exploit et je pense que, d'abord, ce n'est pas 17 ans, je pense que ça ferait près de, c'est depuis 94, donc on est en 2017, c'est presque 15, 20. Les élections exactement. Bon, après les élections normales, parce qu'on parle de, on dit que Kagame est là, c'est l'homme fort du Rwanda depuis 2000, mais il est là depuis 94. Donc il était le ministre de la Défense et vice-président. En fait, celui qui était là, M. Pasteur Bizimungu, tout le monde sait que c'était le Hutu de service, c'est comme ça qu'on l'appelait, c'était une marionnette. Donc l'homme fort du Rwanda a toujours été Kagame depuis 1994. Social peut-être, mais dans la terreur, parce qu'on sait aujourd'hui que le Rwanda est un État policier où il n'est pas bien vu de critiquer le président Kagame. Donc si vous vous aventurez à critiquer le président Kagame ou si vous voulez militer véritablement pour une démocratie, on vous tue, on vous coffre. C'est le cas de l'opposante rwandaise Victoire Ingabire qui est incarcérée aujourd'hui pour avoir simplement demandé s'il y a de la mémoire, si on doit commémorer le génocide, on doit le faire pour les Hutus, pour les Tutsis au Rwanda. Remettre cela en question est un problème. Donc voilà ce que nous avons comme pays démocratique à la sauce kagamienne. Monsieur Beko, quelle est la réalité de l'infiltration et de la déstabilisation rwandaise en RDC? L'implication du Rwanda au Congo est le secret de Polichinelle le mieux gardé. Et ce n'est pas moi qui le dis, il y a des dizaines de rapports des Nations Unies et d'ONG qui attestent cela, qui montrent clairement que l'armée rwandaise est impliquée au Congo. Il y a des anciens proches collaborateurs du président Kagame qui ont travaillé avec lui et qui étaient impliqués dans cette entreprise-là, qui sont en exil aujourd'hui, qui l'ont confirmé. C'est très connu que le Rwanda déstabilise le Congo. Le problème du Rwanda aujourd'hui, pour revenir d'ailleurs à votre question, Président, c'est que Kagame a compris l'importance de la com. Kagame est passé par une école militaire américaine où on forme les gens aux techniques de propagande, fabrication des esprits, des consentements. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre en fait le rôle de Kigali. Depuis 1996, le Rwanda déstabilise continuellement le Congo. Tous les mouvements rebelles qu'on présente comme étant des mouvements congolais sont en fait des mouvements pilotés depuis Kigali. Vous pensez que le président Kagame est derrière le M23 par exemple? L'ancien patron des services secrets rwandais, Patrick Karegeya, est assassiné en Afrique du Sud par les hommes de Kigali. Il n'y a pas longtemps, 2014, donc vive la démocratie pour le démocrate Kagame, a très bien dit, on a eu tous les groupes rebelles sont pilotés de Kigali. Il a même dit ceci, on a le M23 aujourd'hui, demain on aura le M57. C'est dire à quel point le Rwanda est impliqué. Et les rapports des Nations Unies l'attestent très bien. Et ça, on ne peut même pas le nier. Et c'est curieux de voir le président Kagame nier un fait qui est reconnu. Il faut rappeler d'ailleurs que si Laurent Désiré Kabila est arrivé au pouvoir en 1997... Le père de l'actuel président, exactement, c'était grâce au Rwanda, qui était soutenu par l'Ouganda et le Pentagone. En 1998, quand Kabila a refusé de respecter les accords conclus avec le Rwanda, il y a une seconde guerre. À partir de ce moment-là, le Rwanda a commencé à instrumentaliser des groupes armés à l'est du Congo qu'on présentait comme étant des groupes rebelles congolais, mais qui étaient en réalité des éléments purement rwandais. Le rapport des Nations Unies de 2002, oui, dans son rapport, dit clairement ceci. L'armée rwandaise a réussi, grâce à des milices dans le RCD Goma, placées à l'est du Congo, à injecter entre 35 000 et 50 000 hommes de troupes à l'est du pays. Vous êtes géopolitologue, dites-moi pourquoi les autorités congolaises ne réagissent pas? Mais il faut comprendre aujourd'hui que le Congo vit une réalité assez surprenante, et d'ailleurs cela va surprendre vos téléspectateurs dans la mesure où l'actuel président de la RDC est un élément de l'armée patriotique rwandaise. Je vous laisse la responsabilité. Non, ce n'est pas moi qui le dis. La personne qui le dit s'appelle Laurent Kunda Batware. Il dit ceci, qui est un homme de Kigali et qui est actuellement à Kigali. Une autre personne a donné des précisions sur ce... Qui a un mandat au dos. Hein, un mandat exactement. Un autre personnage. Et qui est en résidence surveillée. Étrangement, mais qui n'a jamais été extradé au Congo. Un autre élément important, c'est James Kabarebe. James Kabarebe explique dans Jeune Afrique comment il a appris le métier des armes à l'actuel président du Congo. C'est-à-dire que la RDC aujourd'hui fait face à une situation assez délicate dans la mesure où elle est attaquée de l'étranger et au sein des institutions civiles et militaires congolaises, il y a des éléments qui sont
de connivence avec le Rwanda et cela a été amplement documenté. Non, non, il faut être précis. Oui, très rapidement. En 1994, il y a un génocide. Oui. Il y a des massacres au Rwanda. Ce massacre a lieu en partie à cause de Paul Kagame. Ça, c'est amplement documenté. Il y a même le rapport 2000 de l'Organisation de l'Unité africaine. Il y a des réfugiés rwandais qui se retrouvent à l'est de la RDC. Oui. En 1996, il y a une guerre d'invasion. Kagame prétend vouloir protéger les frontières de son pays et envahir le Congo. Étrangement, on va massacrer près de 400 000 personnes. Et il y a le rapport mapping qui l'atteste aujourd'hui, des Nations Unies. On va massacrer près de 400 000 personnes. Au lieu de s'arrêter à l'est du Congo, ils vont foncer jusqu'au Zaïre. Ce qui prouve que l'intention n'était même pas, en fait, de s'arrêter à l'est du Congo. Et dans mon premier livre, je reproduis un document dans lequel il est clairement établi que l'objectif, c'était le Zaïre. Pourquoi? Parce que derrière le projet rwandais, il y a les États-Unis, la Grande-Bretagne et tous les pays qui vont soutenir Kagame dans sa politique macabre dans la région des Grands Lacs. Une fois Mobutu renversé, Kagame a ses hommes stationnés à l'est du Congo jusqu'à la capitale, puisque l'actuel ministre de la Défense du Rwanda était le chef d'état-major de l'armée congolaise. Pourquoi vous ne nous expliquez pas, pendant qu'on y est, pourquoi le président Joseph Kabila ne fait rien? Parce qu'il est suspecté d'être de connivence avec le Rwanda. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, sur la question des rebelles Hutus. C'est très important, la question des rebelles Hutus. Oui. Chose étrange, Kabarebe était le chef d'état-major de l'armée congolaise. Étrangement, ils n'ont jamais cherché à régler la problématique des rebelles Hutus à l'est du Congo. Ils s'étaient stationnés au Congo pendant 2 ans. Pendant 2 ans, ils ne l'ont pas fait. Quand il y a la seconde invasion en 1998, ils ont été stationnés pendant plus de 4 ans. Ils ne l'ont jamais fait. Pourquoi? Parce que la présence des soi-disant génocidaires à l'est du Congo sert de prétexte parfait à la déstabilisation du pays et à son pillage. Parce qu'il faut rappeler que le Rwanda est devenu le premier producteur mondial de coltan. Tout à fait. Alors que la grande partie de ce minerai se trouve à l'est du Congo. Il y a des avancées, il y a quelques avancées au Rwanda, il faut le reconnaître, mais il faut faire attention parce que sur le Rwanda, on dit tout et rien. On commence par nous dire que c'est un pays avec des chiffres croissance économique. Bon, classement Doing Business 2015 de la Banque mondiale, 46e sur 189. N'importe quel scientifique sérieux et rigoureux sait à quoi ça sert. Vous avez un pays qui dépend de l'aide étrangère à hauteur de 40%. Donc quand il y a un pays qui dépend de l'aide étrangère à hauteur de 40%, c'est un pays pauvre. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup sur le continent africain. Exactement. Oui. C'est-à-dire que pourquoi le Rwanda sert d'exemple? C'est la question qu'il faut se poser. Avant d'ailleurs que je réponde à cette question, il ne faut pas oublier une chose. L'ancien conseiller économique de Paul Kagame, un certain David Imbara qui vit au Canada, a clairement montré comment, quand il était là, comment est-ce qu'on falsifiait les chiffres. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose... La Banque mondiale... non, attendez, on arrive. Parce que la Banque mondiale a été citée dans le rapport des Nations Unies sur le pillage du Congo pour sa complaisance envers le Rwanda. C'est dans un rapport de 2002 et 2003. Donc, on va être précis ici aujourd'hui pour ne pas qu'on raconte beaucoup de bêtises. Absolument. Donc, ça, c'est la première chose. Et les économistes rwandais les plus sérieux, dont M. Emmanuel Akizimana, ont fait la démonstration que tout ça n'était qu'un mirage. On peut faire une parenthèse. On nous a présenté l'Angola comme un pays très riche en Afrique. Il a suffi d'une petite crise pour que ce pays se retrouve à l'agonie, en faillite. C'est pour dire ceci. Le Rwanda, Kagame a compris une chose. Au niveau de la com, comme on dit, Kagame a compris que tu peux être médiocre et savoir si tu sais te vendre, les gens vont t'apprécier. C'est comme ça que les États-Unis se vendent. Les Rwandais ont accès aux soins de santé. Oui, les Rwandais ont accès à l'éducation, tous les enfants rwandais ont accès à l'éducation. Si vous rencontrez les Rwandais... Mais il faut objectif. Non, on va être objectif. J'ai bien dit au début qu'il y avait quand même des progrès, qu'il ne faut pas rejeter le revers de main. Mais il ne faut pas non plus oublier que Kagame est le roi de la com. Kagame a compris ce que la plupart des chefs d'État africains n'ont pas compris. C'est-à-dire qu'avant d'être bon, tu dois déjà savoir te vendre. Et il est entouré des conseillers anglo-saxons et son travail marche très bien. Ça, il faut que les gens le sachent. Quand je parle ici d'un pays qui dépend de l'aide étrangère à hauteur de 40%, nous voulons d'une Afrique, moi je suis de la jeune génération, tout à fait. Je veux d'une Afrique qui ne dépend pas d'aide étrangère à hauteur de 40% qui prétend être avancée. Je veux une Afrique qui se suffit à elle-même. C'est ça ma conception. Donc je pars d'un autre paradigme. On peut parler de guerre de paradigme. Pour revenir au Rwanda, le problème du président Kagame est très simple. Kagame, bon gestionnaire, je ne pourrais le dire parce que c'est conseiller économique, je parle de son conseiller économique qui dit que tout ça n'est qu'un mirage. Maintenant, quand la Banque mondiale présente des chiffres sur Kigali, comme je l'ai dit précédemment, il ne faut pas oublier que cette Banque mondiale, la même, avait fermé les yeux
sur les entrées financières du Rwanda par rapport au pillage du Congo. Et cela a été documenté par les experts des Nations Unies. On sait aujourd'hui que tous les projecteurs sont braqués sur Kigali pour que ce pays serve d'exemple à d'autres pays africains. C'est-à-dire qu'aussi longtemps que ces pays seront les sous-traitants officiels... On voit les chefs d'État africains qui se déplacent, qui vont au Rwanda s'inspirer du modèle rwandais. Parce que Kagame a compris ce qu'eux n'ont pas compris depuis très longtemps. Kagame a compris l'importance de la com. Quand ils vont se rendre là-bas, vous savez que le Rwanda, c'est pas Kigali. Hein. Il ne faut pas l'oublier. Le Rwanda, c'est pas Kigali. On sait très bien aujourd'hui, et il y a une documentation qui montre que dans les zones rurales, la situation est extrêmement difficile. Et ces gens-là, vous savez quoi? On les cache aux caméras. Parce qu'il faut présenter un Rwanda prospère et un Kagame grand leader, un grand visionnaire, ce qui n'est pas véritablement le cas. Si vous permettez, on va citer un expert de la Banque mondiale, un rapport des experts des Nations Unies. Il ressort clairement d'un échange de notes entre des membres du personnel de la Banque mondiale que la banque était au courant de l'accroissement notable des exportations d'or et de diamants d'un pays qui n'en produit très peu, et allusion au Rwanda, et qui exporte des quantités d'or qu'il n'est pas en mesure de produire. Des discussions entre membres du personnel de la Banque mondiale confirment que cette situation était connue. Au cours de l'une de ces discussions, un membre du personnel prévenait un collègue que le silence de la Banque mondiale se retournerait un jour contre elle. Monsieur Beko, on pourrait dire que c'est un rapport parmi tant d'autres. Exactement. Mais on ne peut pas. C'est un rapport des experts de l'ONU. Je ne parle pas d'un rapport congolais. Ce sont des experts des Nations Unies qui ont clairement dit ceci, qui ont expliqué en partie, ils ne sont pas les seuls, hein, parce que je peux aligner des rapports ici. Ils ne sont pas les seuls à avoir dit que la croissance économique du Rwanda repose en partie sur le pillage du Congo. Ça, c'est connu mondialement. Vous l'avez dit. Mais je pense qu'il y a quand même, il faut revenir. Vous savez, dans le cas du Rwanda, c'est un peu compliqué. Hein. Bon, je ne veux pas rentrer dans la mathématique ethnique. On va m'accuser de prendre parti pour le Rwanda. Je ne suis pas rwandais. Il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que le Rwanda est une poudrière. J'ai toujours dit que ce pays est une poudrière. Il l'est encore? Il est encore une poudrière. Le problème du Rwanda, c'est que vous avez un régime tyrannique qui oppresse et tout le monde a peur. Les gens ont l'impression d'être surveillés au Rwanda. On a entendu une intervenante du sujet qui vient de passer du reportage dire nous n'avons pas la culture de la contestation au Rwanda. Il faut faire attention. Il n'y a pas la culture de la contestation, mais on sait comment Kagame est arrivé au pouvoir. C'est ça le problème. Kagame est arrivé au pouvoir après un coup d'État militaire violent qui a occasionné un génocide. Il ne faut pas l'oublier, Kagame est soupçonné et même accusé, et c'est reconnu d'ailleurs par des experts des Nations Unies, d'avoir abattu l'avion du président Habyarimana, élément constituant l'élément déclencheur du génocide. Le juge est saisi de l'affaire, on n'a pas encore les conclusions de l'enquête. Attention, la justice espagnole avait déjà conclu à la responsabilité de Kagame de 40 personnes l'entourant. La justice espagnole ne peut pas accuser... Non, c'est n'importe quoi. Excusez-moi. Vous êtes d'accord. Il n'y a pas eu de procès. Maintenant, quand on parle de la présence de Kagame à la tête du Rwanda, tout le monde sait que Kagame s'est imposé à la tête du Rwanda. On sait très bien qu'au Rwanda, si on mettait un candidat sérieux comme Madame Victoire Ingabire face à Kagame, Kagame n'aura pas de chance. On le sait très bien. C'est pour cette raison que cette dame-là a été arrêtée. Désolé, c'est n'importe quoi. Pour une affaire à dormir debout. Non, ce n'est pas à dormir debout. Pourquoi Madame Victoire Ingabire a été arrêtée? Elle a été arrêtée parce qu'elle a un dossier d'implication avec le génocide. Mais non, on sait très bien. Pourquoi son avocat a négocié avec le procureur? Parce qu'il y avait des preuves. On sait très bien que l'accusation du génocide sert de... Pourquoi ces avocats ont négocié avec le procureur? Parce que des preuves de son implication étaient produites. Mais bien sûr, mais vous ne connaissez pas le dossier. Vous ne pouvez pas le dire parce que vous êtes à Kigali. Je comprends. Mais je vous dis que... Attends, vous connaissez mieux vous qui êtes en dehors que moi qui suis là-bas. Je vous accorde le crédit, mais je sais très bien qu'il ne peut pas le dire. Attends, ça fait, mon ami, ça fait... Ça fait plus de 30 ans. Le général ça fait plus de 30 ans que j'exerce le métier de journaliste en toute indépendance. Ma réputation n'est plus approuvée. Je vis au Rwanda, je travaille au Rwanda. Vous voulez que je vous cite le nombre des journalistes assassinés au Rwanda, mais ça se passe de tout commentaire. C'est une discipline olympique, l'assassinat de gens qui... Vous fantasmez constamment de manière... Monsieur Mozo, une question simple. Pourquoi le président Paul Kagame n'a-t-il pas livré un seul Tutsi au TPIR? On n'a jugé que des Hutus. Alors que les rapports disent clairement qu'il y a aussi des Tutsis qui ont pu se rendre coupables. Parce que le TPIR s'occupe du génocide. Les crimes qui peuvent... Il y a beaucoup d'autres crimes. Il y a des Tutsis, il y a des officiers, des soldats qui sont en prison, qui ont été même exécutés pendant la guerre parce qu'ils s'étaient adonnés à des crimes. Ça, c'est reconnu, il n'y a pas de doute sur ça.
Il n'y a pas de doute. Mais maintenant, le TPR juge le génocide. Les auteurs du génocide. Bien sûr. Et pas seulement, il y a quatre. Il y a crime de guerre, il y a crime contre l'humanité. C'est pas que le génocide. Même les génocidaires, ils n'ont pas. Même les Le statut génocidaires. du TPI est précis sur cette question-là. Attention parce que très rapidement. Vous avez dit que ça fait 30 ans, donc je pense que vous devez quand même connaître les dossiers aussi simples. Ça fait le mandat du TPIR était de juger les crimes, tous les crimes commis au Rwanda entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1994. C'était la raison. Le TPIR a été institué par une résolution du Conseil de sécurité et son mandat était précis. Quand Madame la procureure Carla Del Ponte a essayé de faire des enquêtes sur les crimes du FPR. Il y a eu des bâtons dans les roues. Et même récemment, la juge canadienne, Louise Arbour, qui était procureure, a reconnu que Kagame avait tout fait pour qu'il n'y ait pas d'enquête. Et quand les enquêteurs des Nations Unies ont enquêté sur cette affaire-là, parce que j'ai discuté avec deux d'entre eux, ils ont dit que l'élément déclencheur du génocide, l'attentat, avait été commis par Kigali. Quand ils ont trouvé des témoins qui attestaient cela, vous savez ce qui s'est passé ? On leur a demandé de mettre fin à l'enquête et ils ont été dessaisis et cette enquête n'a jamais eu lieu. Donc, fantasme aujourd'hui. Fantasme qu'on invente. Le juge Trévidic a été à Kigali, il a fait des analyses balistiques. Pourquoi on veut enterrer son enquête? Non, on n'a jamais enterré l'enquête du juge Trévidic, mon cher. Mais suivez ce dossier parce que je le connais très bien. J'en parle d'ailleurs dans ce livre-là. Le dossier du juge Trévidic n'a jamais été enterré. Le juge Trévidic, il y avait un avis judiciaire qui avait été émis, il y avait un rapport préliminaire qui avait été émis sur l'origine du tir du missile. C'était juste ça. Et les agents du FPR et des journalistes peu rigoureux ont voulu faire dire un rapport ce qu'ils ne disaient pas. Les analystes disent qu'il n'y aura probablement pas d'alternance au Rwanda, mais ce n'est pas parce que le président Paul Kagame aura confisqué le pouvoir, c'est simplement pas adhésion populaire. Non, c'est pas vrai, parce qu'il faut quand même rappeler que à l'époque du président Biarimana, il y avait une opposition quand même assez forte, à partir des années 90. Et que la France avait d'ailleurs poussé le président Biarimana à s'ouvrir au processus de démocratisation, comme dans plusieurs pays du continent africain. On sait qu'au Zaïre, il y avait les conférences nationales et tout ça. Et au Rwanda, il y avait une opposition sérieuse au président Biarimana. Ça, on le sait. Deuxième chose, c'est que quand vous parlez de qu'est-ce qu'attend les Rwandais, il faut rappeler aussi que avant le génocide, le Rwanda était parmi les pays les mieux cotés par les institutions financières internationales. Donc ce qu'on dit aujourd'hui n'est pas une nouveauté pour certains Rwandais qui ont connu véritablement leur pays. Avant la crise des années 90. Il ne faut pas l'oublier, ce sont les rapports des institutions internationales. Mais M. Beko, il y a des pays qui ont connu la guerre et qui ont mis de temps à se relever, la Sierra Leone, le Libéria et beaucoup d'autres. Parce que le Rwanda, il ne faut pas oublier que le Rwanda, il y a eu un génocide 2 ans après, le Rwanda a envahi le Zaïre. Bon, 2 ans après. Envahi le Zaïre, pourquoi ? Parce qu'il y avait derrière des puissances occidentales importantes, dont les États-Unis, ça c'est connu. Mais il y a une chose qu'il faut dire, c'est que les gens au Rwanda aujourd'hui, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas de l'alternance, c'est qu'ils ont peur. Les gens au Rwanda ont peur. Kagame a institué un système de terreur. Et ça, ce n'est pas moi, ce n'est pas Patrick Mbo qui le dit, même ses proches collaborateurs. Mais il y a quelqu'un qui vient à Kigali et attendez, est-ce que lui, il est mieux placé que ceux qui étaient aux côtés de Kagame et qui ont construit ce système-là? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que lui, je le dis honnêtement, à mon frère qui est là, il ne peut pas dire autre chose parce qu'il doit rentrer au Rwanda. Il doit faire son travail. Mais vous savez, parce que vous savez que le Rwanda assassine des opposants à l'étranger. On a assassiné le chef de service secret dans un hôtel en Afrique du Sud. Il y a un monsieur... Est-ce qu'il y a d'autres cas que vous connaissez? Oui, il y a deux activistes. La justice n'a pas encore établi formellement. Il y a 2 activistes des droits de l'homme, M. René Mungezi et l'autre, qui ont été interpellés par Scotland Yard. À Londres, on leur a dit clairement que vos vies sont en danger, le gouvernement de Kigali va l'attenter à vos vies. Pareil au Canada, où une journaliste canadienne, une amie d'ailleurs, Jodie River, a voulu être assassinée par les sbires de Kigali à Bruxelles. C'est amplement documenté. Donc tout ce que je dis ici est amplement documenté. Et je ne parle même pas de ceux qui ont été assassinés. Vous donnez des pouvoirs de toute puissance à Kagame. Ce n'est pas la question il lui donne des pouvoirs qu'il n'a pas. Ce n'est pas une question de pouvoir, c'est une question de crime. C'est une politique de crime. Je ne peux pas faire une phénoménologie du régime de Kigali, mais quand même on peut évaluer de manière objective ce qui se passe réellement. Notamment quand on voit les réfugiés qui fuient encore le pays, c'est quand même une question de taille. La question des réfugiés a causé des dégâts au Rwanda. Aujourd'hui, si on prend seulement ce paramètre, on peut s'interroger quand même. Pour revenir à votre question sur Donald Trump, je pense qu'il faut comprendre une chose, c'est que il faut d'abord comprendre que les États-Unis ne soutiennent pas des États parce qu'ils ont des performances économiques, Mirage ou des mirages comme ça. Non. Les États-Unis soutiennent des alliés stratégiques.
Et la place du Rwanda est très importante pour les États-Unis. Je veux rappeler ici les propos de Howard French. Il avait dit ceci. Pourquoi le Rwanda et l'Ouganda sont importants pour nous, pour les États-Unis? Parce qu'ils peuvent faire des choses pour nous sans que nous ayons à le faire nous-mêmes. Leurs soldats peuvent aller sur des terrains d'opération et mourir pour les intérêts américains. Ils deviennent donc important pour nous. Donc c'est un impérialisme par État interposé? Mais c'est comme ça que ça marche depuis très longtemps. Ça, c'est la première. Mais ça, c'est amplement documenté. Le deuxième élément par rapport à la réconciliation que je crois qui est très important, c'est une question qui est extrêmement importante pour moi dans ce pays-là. Pourquoi? Parce que j'ai dit tantôt que pour moi, le Rwanda est une poudrière. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas imposer une narration de l'histoire et oppresser une partie de la population rwandaise. Les Hutus, là, c'est plus de 80% de la population rwandaise. Et donc, si on ne retient pas les leçons du génocide, de tout le processus qui a conduit à ce génocide en 1994, l'histoire risque de se répéter lamentablement. L'histoire risque le malheur de beaucoup d'intellectualistes africains, c'est de voir les gens de cette région comme des Hutus et des Tutsis. Les gens vont beaucoup plus loin que ça. Il y a énormément de Hutus qui dépassent cela, il y a énormément de Tutsis qui dépassent cela. Ils ont une identité nationale, il y a nationale qui transcende aujourd'hui les appartenances ethniques. Il y a une identité qui existe au Rwanda. Il faut se demander, j'ai bien dit, si on ne retient pas les leçons de l'histoire du génocide, parce qu'on sait comment ça a été fait, l'instrumentalisation de part et d'autre, on le sait, parce que les Rwandais vivent ensemble. On sait pendant le génocide que des Hutus ont sauvé des Tutsis et des Tutsis ont sauvé des Hutus. On le sait. Donc c'est là veut dire que le problème n'est pas le peuple rwandais, c'est l'instrumentalisation du fait ethnique par le pouvoir politique pour atteindre d'inavouables desseins. Je suis d'accord avec ça, sauf avec une petite précision. Les quotas imposés qui éliminaient pratiquement l'accès à l'enseignement et beaucoup d'autres choses à la minorité qui était réduite ont été sautés, mais qui était là avec le partenaire aujourd'hui. Merci Patrick. Patrick Mbeko, vous êtes géopolitologue, auteur de plusieurs ouvrages. Je cite ici quelques-uns. Le Canada dans la guerre en Afrique centrale avec focus sur le Rwanda et la RDC. Guerre secrète en Afrique centrale. Objectif Kadhafi, stratégie du chaos et du mensonge. C'est ce que j'ai entre les mains, focus sur l'occupation rwandaise en RDC. Merci Patrick Mbeko d'avoir accepté notre invitation.